Mesdames, Messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour ce démarrage difficile de journal de cette édition unique donc sur la télévision du Burkina en espérant que cette fois est la bonne. Voici les titres de l'actualité. Il se veut un soutien concret au développement local. Le financement et l'investissement sont les principes directeurs du RECEDEAO, le réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest. Il est désormais présent au Burkina Faso à travers un siège inauguré ce 2 juillet à Ouagadougou. Le représentant résident lui aussi a été dévoilé en la personne de Apollinaire Compaoré, président du patronat burkinabé. Un autre Burkinabé porté à la tête d'une structure d'envergure, le Centre régional africain d'administration du travail en abrégé CRADAT. Arsène Armand Yen sera officiellement installé le 15 juillet prochain au Cameroun où est situé le siège du centre relevant de l'Organisation internationale du travail. Qui est l'homme et quelles sont ses missions? Réponse dans ce journal. Dans l'actualité également ce soir, le sommet européen extraordinaire ouvert depuis l'après-midi du 30 juin et c'est par un échec qu'il s'est soldé hier 1er juillet. Et puis, il y a quelques heures, coup d'éclat, les 28 s'accordent sur une proposition du président français. Ursula von der Leyen sera très certainement la prochaine chef de l'exécutif européen. Bienvenue à tous. Les élections de 2020 vont mobiliser beaucoup de ressources plus spécifiques au regard du contexte sécuritaire. Une mission des Nations Unies en est arrivée à cette conclusion et face au Premier ministre, réitère sa présence aux côtés du gouvernement burkinabé. C'était au cours d'une audience qui s'est achevée en fin d'après-midi ce 2 juillet. Le compte-rendu avec Konsoun Koulibaly et Zali Sassanfo. Les Nations Unies parlent ici d'élections de 2020 avec le Premier ministre. Après avoir pris le pouls de la situation avec les partis politiques, les institutions nationales et internationales, les organisations de la société civile, la mission confie ici à Christophe Daviré que pour ces élections à venir, il y aura des grands défis à relever. Il y a le défi sécuritaire qui s'oppose, il y a le défi du financement d'un processus dans ce contexte précis, un processus dans lequel pour la première fois les Burkinabés de l'extérieur vont voter. Donc autant de défis qui ont des implications pour le financement du processus. Mais la bonne nouvelle, quels que soient les défis, le Burkina Faso pourra compter sur ses partenaires traditionnels. Foi de cette mission. C'est d'abord la disposition des partenaires à accompagner le Burkina dans ce processus et avec des moyens techniques et avec des moyens financiers pour que le Burkina puisse relever les défis qui sont en face. Et combien devraient coûter ces élections qui se promettent si chères pour la mission? Il est trop tôt pour dévoiler des chiffres. Le RECEDEAO, ce n'est pas une réplique de la CEDEAO, mais plutôt une mission, celle d'œuvrer pour le développement économique, social, environnemental et culturel de l'Afrique. Le réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest, est fort d'hommes et de femmes désireux de faire bouger les lignes de développement. Et pour le compte du Burkina Faso, c'est le patron des patrons qui est chargé de conduire les actions de cette organisation internationale implantée dans plusieurs pays à travers le monde. Sié Lassina Ouattara avec Abdel Aziz Yagibou. L'acte est lourd de symboles et suscite beaucoup d'espoir. Il marque officiellement le début des activités au Burkina du bureau pays du réseau des experts européens, département Afrique de l'Ouest, RCEDEAO, une organisation diplomatique internationale œuvrant dans l'humanitaire et le social. Le RCEDEAO est une organisation internationale qui œuvre essentiellement dans l'humanitaire, notamment en construction des écoles, des centres de santé tout équipés, addiction à l'eau potable, électrification villageoise, l'autonomisation de la femme et tout récemment la lutte contre l'immigration irrégulière. Au regard des défis que nous avons dans ce pays, les défis du développement économique et social, le président Roch-Marc Christian Kaboré a concédé donc qu'on puisse
donné un accord de siège à cette organisation qui a fait ses preuves ailleurs. Et nous sommes heureux que l'inauguration de ce siège intervient avec une annonce assez importante qui est celle de doter des communes d'ambulances pour donc, les hôpitaux. Pour conduire la destinée de cette organisation au Burkina en vue de l'atteinte des objectifs, le choix du président mondial du RCE de Yao, dont le siège est à Bruxelles, est porté sur l'administrateur général de la holding Planor Afrique, Apollinaire Compaoré. Désormais représentant résident, il a reçu solennellement mandat pour exercer. Nous avons déjà annoncé qu'on va vraiment nous allons occuper des social, on va s'occuper des écoles, des dispensaires. Nous soutiendrons tous les projets qui s'inscrivent dans notre philosophie d'action. Ces projets devront être pertinents et élaborés avec la rigueur requise. À partir de Ouagadougou, où il est désormais implanté, et sous le leadership de celui-là même qui tient déjà les rênes du Conseil national du patronat, le réseau compte rayonner dans tout le continent et au-delà, avec pour leitmotiv accompagner le gouvernement et les populations burkinabées dans leur quête d'un développement harmonieux et durable. Et grâce aux activités qui s'y mèneront, le barrage de Samandéni promet un développement local aux populations. Le site implanté dans la province du Oué a reçu la visite des élus nationaux, membres de la Commission du développement rural, de l'économie et des changements climatiques. Les potentialités du barrage ont été présentées aux députés qui se disent satisfaits de ce projet gouvernemental. Hassan Gourabou, Ziriki Milogo et Kadou Romenki. Des députés membres de la Commission du développement rural, de l'économie et des changements climatiques sont en visite sur le barrage de Samandéni, du déversoir à la centrale hydroélectrique, en passant par la digue et les conduites de prise d'eau. Ces élus du peuple s'imprègnent de l'état d'avancement des aménagements hydro-agricoles. Qu'on vienne voir comment les aménagements hydrauliques sont faits. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que ça fonctionne bien? De telle sorte à ce que nous recherchons, à savoir, puisque ça favorise l'agriculture pour des activités, la pêche et tout, afin que nous puissions nous imprégner et faire un retour. Par cette visite commentée, ces parlementaires espèrent mieux contrôler l'action gouvernementale en matière d'aménagement d'infrastructures hydro-agricoles. Le tout n'est pas d'être à l'Assemblée, dire que oui, tu vois des lois, mais il faut aller voir sur le terrain. Et c'est ça qui fait aussi, en tout cas, le complément pour un élu, pour ne pas dire pour le député qui est national et qui doit veiller sur tout ce qu'il y a comme infrastructure nationale. Cette communication du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni permet aux députés de mieux cerner les contours de cet ambitieux projet et de la communication. Il ressort que le taux d'exécution du barrage est de 99,94% et que la mise sous tension de la ligne hydroélectrique est prévue pour cette année. Satisfaction affichée également sur un autre site de la région. Les travaux de construction du futur lycée scientifique des Hauts-Bassins avancent. L'infrastructure devrait même être livrée et fonctionnelle pour la rentrée prochaine des classes. Foi du chef du département en charge de l'éducation nationale. Stanislas Ouaro était sur le site pour une visite. Le constat en images avec Karim Ilboudo sur un commentaire signé Ismaël Saturnin Paris. Les travaux sur le site du lycée scientifique régional de Dar Salami avancent convenablement. Les infrastructures devraient être remises à temps avant la rentrée des classes prochaines. Le premier responsable en charge de l'éducation est là pour faire le constat. La Fondation Orange qui nous donne donc cette infrastructure avait promis qu'elle soit disponible pour la rentrée d'octobre. Et au regard de l'état d'avancement des travaux, nous sommes confiants effectivement quant à son ouverture pour la rentrée prochaine. Et donc les élèves qui vont être orientés ici seront sélectionnés au niveau régional sur des critères d'excellence et seront donc ici affectés pour donc suivre des cours afin d'obtenir à terme donc un baccalauréat série C. Financé par la Fondation Orange à hauteur de 680 millions de francs CFA, le lycée scientifique régional de Dar Salami se veut un cadre de promotion de l'excellence dans les hauts bassins.
Et à travers ce projet, Orange Burkina dit accompagner l'État dans la concrétisation de sa politique en matière d'éducation. Pour essayer d'apporter notre contribution donc à l'amélioration de ce système éducatif-là, tant à travers les infrastructures donc, que nous construisons et que nous offrons au ministère et aussi aux conseils régionaux, mais aussi à travers tout l'équipement qui va y aller avec. Donc honoré de pouvoir le faire en tant que fondation, en tant que société, oui, parce que nous participons véritablement au développement donc, du système éducatif de ce pays. Le lycée scientifique régional de Dar Salami est composé entre autres des bâtiments de classe, d'un bloc administratif, d'une infirmerie et des laboratoires. Il devrait, dès la rentrée prochaine, accueillir ses premiers élèves. La formation au métier professionnel est dans le viseur de l'aide chinoise au Burkina. Le nouvel allié au développement du pays a remis ce matin un lot de matériel au profit des apprenants des centres de formation professionnelle du Burkina. Les filières bénéficiaires sont essentiellement l'électromécanique, la mécanique de précision, la mécanique auto et l'électricité bâtiment. Ce sont au total 280 millions de francs qui vont aider plusieurs jeunes fraîchement diplômés. Aruna Marie nous en parle. Des équipements et des pièces de rechange pour les centres de formation professionnelle. Réceptionné par le ministre Salif Otiam Touré, c'est un don de la République populaire de Chine. Cet appui traduit l'engagement du partenaire chinois à renforcer les capacités techniques des centres de formation pour faciliter l'insertion professionnelle des apprenants. Pour les deux parties, le choix des équipements s'est fait de commun accord avec les experts chinois et burkinabés en tenant compte des besoins réels des centres. Ce sont des matériels qui correspondent vraiment aux besoins du marché et aux besoins peut-être d'augmenter leurs conditions de travail, toujours dans l'électroménager, électronique de précision et d'électricité de bâtiment. Et on va élargir aussi les matériels, peut-être dans la deuxième phase de notre formation professionnelle, qui va déclencher dans les prochains jours. La formation professionnelle est l'un des outils qui pourrait donc nous amener à sortir donc les jeunes de la préoccupation majeure dans laquelle ils sont, c'est-à-dire à savoir donc le problème donc de l'emploi. Selon le ministre Salif Otiam Touré, ce don traduit une fois de plus la vitalité de la coopération sino-burkinabé à travers le programme d'assistance technique chinoise au centre de formation. Les équipements sont destinés à 3 centres de formation professionnelle. La valeur totale du don est évaluée à 281 millions de francs CFA. C'est une première au Burkina, un salon dédié au transport et à la logistique. Depuis ce 2 juillet, Burkina Translog 2019 offre à une centaine de professionnels du secteur un cadre d'échange et de partage d'expériences. Les thèmes d'actualité sont à l'ordre du jour de l'événement qui enregistre le soutien du ministère en charge des transports. C'est le cas de la question de la mobilité rurale et des moyens de transports intermédiaires ou encore du programme de développement des transports au Burkina. L'ouverture officielle avec Adama Guiti et Nathalie Sawadro. Promouvoir le secteur des transports et de la logistique au Burkina Faso, partant dans la sous-région, c'est tout le sens de ce salon burkinabé dénommé Translog. Translog se veut un cadre de rencontres et d'échanges pour les acteurs du domaine, mais aussi une vitrine pour mieux exposer leurs services. Notre pays, c'est un pays qui est privé donc du littoral. Et pour le développement donc de son économie, la question du transport est essentielle. Aujourd'hui, il y a une dynamique au niveau de cette activité au Burkina. Il y a de grandes entreprises de transport, de logistique. Donc nous avons voulu créer un espace pour promouvoir les différents segments de la chaîne. Pendant 3 jours, le monde des acteurs des transports et de la logistique de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin et du Burkina Faso présents à cet effet vont montrer leur savoir-faire dans le transport et la logistique. Ils attendent beaucoup du salon Translog. Ce salon, c'est une occasion pour nous d'informer la population burkinabé et plus particulièrement les opérateurs de la grande mutation que le port autonome d'Abidjan a commencé il y a près de 4-5 ans. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin des grands travaux. Le port est prêt
justement à accompagner l'économie burkinabé dans son développement. Le port de Ghana, le port de Takoradi, le port de Tema aussi sont là pour participer, pour vous montrer les importateurs et exportateurs burkinabés ce qu'on a aujourd'hui au niveau portuaire. 10 entreprises du Burkina Faso œuvrant dans le domaine des transports et de la logistique ont vu leurs efforts récompensés, de même que les meilleurs partenaires. L'incivisme fiscal, on en parle à la faveur d'un atelier organisé par la Direction générale des impôts et le programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques. La rencontre vise 2 objectifs, à savoir mieux cerner les causes profondes de l'incivisme fiscal et identifier les moyens pour le promouvoir. Une 60aine de personnes participent à cet atelier ouvert ce matin à Ouagadougou. Les précisions avec Pamadrogo Jean Zongo et Oumou Sissé. 859,5 milliards de francs CFA, c'est le montant des prévisions de recouvrement assignées à la Direction générale des impôts pour l'exercice budgétaire 2019. Et pour l'atteinte de cet objectif, la DGI doit mettre en place des stratégies à court, moyen et long terme pour venir à bout de l'incivisme fiscal. Le premier, c'est d'apprendre à différencier les contribuables et surtout l'attitude de l'administration en fonction du profil du contribuable et du comportement du contribuable. Le deuxième axe consisterait à traiter des segments d'usagers plutôt que de traiter des cas individuels. Et enfin, le dernier, ce serait d'essayer d'atteindre l'équilibre entre les activités de service et les activités de contrôle. Toute chose qui permettra de pérenniser non seulement les recettes fiscales, mais aussi de les accroître. Il n'y a pas de mauvais payeurs ciblés. À tous les niveaux, il y a des mauvais payeurs. Que ce soit au niveau des gros contribuables, que ce soit au niveau des moyens contribuables, que ce soit au niveau des petits contribuables. On trouve toujours des gens qui cherchent à feinter l'impôt. C'est pourquoi nous cherchons en tout cas à lutter contre ça et à amener tout le monde à être civique. Au sortir de cette rencontre, une stratégie de promotion du civisme fiscal sera élaborée, accompagnée d'un plan d'action pour sa mise en œuvre. Les plaidoiries se sont poursuivies ce matin au tribunal militaire de Ouagadougou. 8 accusés se sont succédés à la barre pour leur dernier mot dans cette procédure après les développements de leurs avocats. La constance est que les avocats plaident non coupables et que les accusés demandent la clémence du tribunal. Le point avec Zoubaviel David Dabiré. Des réquisitions de paresse non motivées, c'est en ces termes que Maître Silver Kinterboum qualifie les 5 ans de prison ferme requises contre Dame Minata Gelware pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État et de meurtre. L'avocat juge erroné l'interprétation du parquet militaire sur la sortie médiatique de l'accusé dans la soirée du 16 septembre 2015 à la radio Omega où, précise-t-il, elle n'a fait qu'appeler les Burkinabés à soutenir le processus d'inclusion qui s'annonçait. L'avocat rappelle au tribunal le contexte du putsch marqué par l'exclusion d'une partie de la classe politique du jeu électoral, en l'occurrence le parti de Minata Gelware, le CDP. Une décision condamnée par la Cour de justice de la CEDEAO, mais maintenue par le Burkina Faso. Ce que nous avons vécu le 16 septembre 2015 est la résultante de ce malaise, mentionne Maître Kinterboum. L'appel de Minata Gelware s'inscrivait donc en droite ligne avec la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Elle n'a fait que demander la restauration de la démocratie. C'est en substance son message, clame l'avocat, qui tout au long de sa plaidoirie présente l'accusée comme une femme convaincue de l'idéal démocratique et qui, durant les événements de septembre 2015, l'a défendu avec ses amis. Pourquoi donc la condamner pour cela, s'indigne Maître Kinterboum. L'auxiliaire de justice reconnaît toutefois que durant les événements, l'accusé a renseigné les soldats de l'ex-RSP sur l'arrivée des troupes des garnisons vers Ouagadougou. Mais le parquet militaire n'a jamais pu démontrer en quoi cela est constitutif d'infraction. En conséquence, il demande l'acquittement de Dame Gelware Minata pour infraction non constituée et au pire des cas, au bénéfice du doute. À sa suite, Maître Orokia Ouattara embouche la même trompette et demande l'acquittement pour le lieutenant Ghislain Gorgo, le soldat de première classe Solawapam Placide et le sergent Yaya Guiré pour infraction non constituée. Maître Ignace Tougma, chargé de la défense du sergent Amidou Pakbelem et du soldat Aruna Ouedraogo, accusés de complicité d'attentat à la sûreté de l'État et sur qui pèsent respectivement les peines de 10 ans d'emprisonnement ferme et de 15 mois avec sursis,
parle de réquisition sans profondeur et profondément discriminatoire avant de mettre en garde le tribunal, je cite, « Monsieur le Président, dans ce procès, il faut se méfier de l'opinion publique, de l'opinion politique et de l'apparence, et ce, pour une bonne administration de à l'occasion de l'Organisation internationale du travail OIT tenue à Genève en Suisse. Le CRADAT est un organisme international affilié à l'OIT chargé de la promotion des normes en matière de droit du travail. Une belle réussite diplomatique du Burkina dans un contexte de forte concurrence. L'atout majeur que nous avons eu à cette candidature, c'est que on avait un bon candidat qui avait un bon dossier, qui avait été bien monté. Parce qu'il faut le dire aussi, votre tribune me permet de le dire, le tout n'est pas d'avoir un bon CV, mais c'est comment on présente le CV, comment on le valorise. Ensuite, on a dû jouer aussi, je dirais, des appuis politiques des autres pays, parce que c'est important. Et à cet effet, je voudrais saluer l'engagement personnel du président du FASO, du chef, du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères, et puis, de tous ces pays amis qui ont bien voulu porter leur soutien à notre candidature. Sa nomination à la tête du CRADAT, Armand Arsène Yen, le doit à ses compétences personnelles, mais aussi aux efforts diplomatiques de son pays. En premier, je dois ça à mon pays, aux autorités de ce pays, parce que quand j'ai écrit au président du FASO pour lui dire que une des conditions majeures, sinon fondamentales, c'est que le Burkina soit à jour de nos contributions. Et il m'est revenu qu'il a donné des instructions fermes par rapport à cela. Il a occupé beaucoup de postes de responsabilité au niveau gouvernemental, disons au niveau national. Il a mené ces missions-là avec efficacité. Et je pense aussi que cette mission qui lui sera confiée dans quelques jours, dans quelques semaines, il pourra effectivement faire succès. Inspecteur du travail, Armand Arsène Yen a une longue et riche expérience politique et administrative. Il fut successivement ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, conseiller à la présidence du FASO, secrétaire général adjoint du gouvernement, inspecteur d'État et ministre délégué à l'alphabétisation non formelle. Une expérience qu'il devrait utiliser pour réformer les CRADAT. Armand Arsène Yen sera installé au siège du CRADAT à Yaoundé, au Cameroun, le 15 juillet prochain. Un monde plus juste, plus équitable et où les genres sont égaux, ce n'est pas qu'un rêve, mais une démarche qui a abouti à la naissance d'un mouvement Side by Side, conduit par l'ONG Christian Aid. Ce mouvement prône une lutte commune pour l'égalité des genres au Burkina. Côte à côte, il s'agit de transformer des croyances pernicieuses pour l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est pourquoi sont associés donc à ce mouvement les leaders coutumiers, religieux et politiques. Zalissa Sanfo. L'égalité entre les sexes pour un monde plus juste. C'est la raison d'être du mouvement Side by Side qui signifie côte à côte. Et avec cette rencontre de Ouagadougou, le mouvement veut élargir son champ d'action, impliquer plus de personnes pour atteindre son but de développement participatif. Nous allons essayer de travailler avec le gouvernement. Nous allons également travailler avec les mouvements de femmes qui existent déjà. Et nous allons aussi travailler en collaboration avec les organisations nationales, internationales, pour voir comment est-ce qu'on peut avoir un impact assez fort et voir vraiment un changement. Et au regard de la noblesse des objectifs fixés, toutes les sollicitations ici ont eu oreille attentive. Oui. Et nous allons tout mettre en œuvre pour
les soutenir dans leurs actions qu'ils vont développer à l'intérieur du Burkina Faso. Partout là où ils seront, que ce soit dans les provinces ou dans les autres départements, l'administration territoriale sera toujours à leur côté pour leur dire que nous sommes toujours à leur côté et nous ne ménagerons aucun effort pour que les droits soient respectés au Burkina Faso. Le mouvement Side by Side, c'est un mouvement mondial qui regroupe les chefs coutumiers, religieux et politiques. Il a été lancé en 2015 avec pour ultime but l'éradication de tous les obstacles liés à l'égalité des sexes. Un monde d'égalité, pourquoi pas, plus vert, c'est ce qui se prépare au ministère en charge de l'agriculture à travers un projet de récupération des terres dégradées. Il s'agit également d'augmenter la productivité agro-silvopastorale dans la zone d'intervention de la Grande Muraille Verte. Au bout des 5 années de vie de ce projet, 50 000 ménages vulnérables seront touchés, et ce dans plusieurs régions du pays. Plusieurs partenaires au développement dont SOS Sahel sont partie prenante au projet, dont voici les enjeux dans ce reportage de Gérard Sommet avec Ini Walkoy et Janine Kambiré. On assiste à une dégradation progressive des terres due à la sécheresse, les mauvaises pratiques agricoles et les changements climatiques, ce qui constitue une menace pour le développement durable du pays. Il faut relever le défi, d'où le projet de récupération des terres dégradées et d'augmentation de la productivité agro-silvopastorale Beogo-Puto, ou les champs du futur, dans la zone d'intervention de la Grande Muraille Verte. Ce programme va permettre la mise en place de 7 fermes pilotes. Également, il va permettre la mise en place de 15 grands centres de services. Il va permettre l'aménagement de 2000 hectares de terres irriguées et 2000 hectares de bocage. Ce projet, qui sera porté par un consortium d'ONG constitué de SOS Sahel International France et Burkina, la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, la Terre Verte et la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et de Développement de l'Irrigation. Il est financé à hauteur de 12 milliards 400 millions de francs CFA par l'ambassade de Suède au Burkina. Renforcer la résilience parmi les populations vulnérables au Burkina Faso, et notamment la sécurité alimentaire, mais aussi introduire des techniques agricoles innovateurs. Ce projet, qui va durer 5 ans, ambitionne la restauration de 30 000 hectares de terre, toucher 50 000 ménages vulnérables de producteurs et d'organisations locales de 60 communes des régions de l'Est, du centre-nord, du nord et du plateau central. Il s'agit de parvenir à la gestion durable des terres, à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Dans la région du centre, près de 5000 femmes ont été touchées par une campagne de délivrance d'actes de naissance et de cartes nationales d'identité burkinabé. Le département en charge de la femme, à l'initiative de l'opération, a procédé à la remise officielle des documents hier lundi à Koubri. Précision avec Urbain Benito Sommet et Maxime Zongo. Après une première opération qui a permis de délivrer plus de 13 000 actes de naissance et 4 600 CNB au niveau des régions du centre-sud et de la Boucle du Monde, le ministère en charge de la solidarité décide de l'étendre à d'autres localités. À travers ce lancement ici à Koubri, c'est le démarrage d'une vaste campagne de délivrance de ces pièces utilitaires au profit de personnes démunies de la région du centre. Tout acte que nous posons dans la société, on a besoin de ces documents pour se faire accompagner. D'où la nécessité de faire comprendre à ces femmes de venir. Donc c'est une première vague que nous avons commencé dans la région du centre. Après, s'il y a un besoin, nous verrons avec nos partenaires comment nous allons accompagner la deuxième vague de personnes encore pour avoir ces documents. Au terme de l'opération, ce sont 5 123 actes d'état civil, dont 641 actes de naissance et 4 482 CNIB qui seront délivrés aux femmes et aux filles de la région. La mise en œuvre de cette opération s'élèvera à 13 millions de francs CFA pour une subvention de l'État à hauteur de 11 millions de francs CFA. Il est donc demandé à chaque bénéficiaire une contribution de 500 francs pour la CNIB
et 700 francs pour l'acte de naissance. Une trentaine de journalistes des médias publics et privés ont achevé ce week-end dernier à Koudougou une formation en data journalisme. Ils ressortent outillés quant à l'exploitation judicieuse des données chiffrées et des graphiques dans leur production journalistique. On en parle avec Draman Dadian. Le langage des chiffres et des graphiques enseigné à ces journalistes, tous issus des médias publics et privés du Burkina. Aïcha et ses confrères viennent d'achever leur initiation de 5 jours en data journalisme. Vraiment, on a beaucoup appris. Cette formation va nous permettre de traduire une information qui est donnée sous forme de tableau en papier journalistique, qui sera plus lisible et plus compréhensible pour le téléspectateur, le lecteur ou l'auditeur. Mieux exploiter les tableaux et les graphiques pour des productions journalistiques de qualité. C'est aussi le souhait de l'Association des journalistes du Burkina et son partenaire, le projet pour la gouvernance économique et de participation citoyenne. Pour le formateur, le data journalisme s'impose désormais aux hommes de médias. Et le rôle ou bien la mission de la formation que nous venons d'assurer avec sur demande de l'AJB, c'est justement de permettre aux journalistes du moins de comprendre ces chiffres, de ne plus reproduire seulement de façon brute les chiffres qu'on leur donne dans leur reportage quand ils vont sur le terrain, mais d'avoir les moyens de comprendre les messages cachés derrière ces chiffres-là pour, comme je le dis, faire parler les chiffres pour que les chiffres disent la réalité de ce qui est caché derrière. Donc de balancer plus les chiffres bruts comme ça, qui ne vous aident pas, qui montrent même votre ignorance et qui n'aident pas aussi vos auditeurs à comprendre. Donc pour notre part, je crois que c'est un processus, et comme il a dit, c'est une initiation, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc de l'exercice, mais aussi de la formation continue, car le data journalisme, un journalisme de données, exige une bonne maîtrise de l'outil informatique. Hors de chez nous, le sommet extraordinaire de l'Union européenne convoqué le 30 juin dernier s'est achevé par un échec dans l'après-midi d'hier. Alors qu'on semblait être parti pour un nouveau round de négociations, la candidature de Ursula von der Leyen, une proche de Merkel, a été validée par les 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Ministre de la Défense allemande depuis 2013, elle sera la première femme à diriger l'institution. Après avoir reçu l'accord des leaders européens, sa nomination doit être validée par le Parlement dans la semaine du 15 juillet prochain. Et puis l'événement dont tout le monde parle en Afrique, c'est bien la CAN. Le Bénin, pour la première fois de son histoire, est qualifié pour les 8e de finale. Les écureuils ont arraché un match nul en face au tenant du titre, le Cameroun. Le Ghana s'empare de la première place du groupe F face à la Guinée-Bissau. Le résumé avec Lino Ramdé et Kalfa Ouattara. Sans la moindre victoire à une phase finale de CAN, le Bénin arrache sa première qualification pour les 8e de finale. C'est historique. Le nul arraché face au Cameroun a suffi aux écuries du Bénin. Un 3e nul qui permet aux coéquipiers de Stéphane Sessegnon de terminer parmi les meilleurs 3e. Déjà qualifié, le tenant du titre camerounais rejoint les 8e de finale en compagnie du Ghana, qui lui a ravi la première place du groupe en disposant de la Guinée-Bissau 2-0. La première occasion du match est pourtant à mettre à l'actif de la Guinée-Bissau. Piketty trouve le poteau. Nous jouons la 18e minute. Le Ghana est interpellé et réagit à la 46e minute grâce à l'attaquant de Crystal Palace, André Ayou. Thomas Partey aggrave le score à la 112e minute. Score final, 2-0 pour les Black Stars du Ghana. En 8e de finale, le Bénin tentera de relever le challenge marocain alors que le Cameroun va défier le Nigeria. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.